Bonjour tout le monde. On est très content d'être avec vous ce matin. Aujourd'hui, là, le but de la rencontre, c'est vraiment de démystifier là, le recrutement international. Euh, c'est de comprendre quelles sont les étapes de la démarche parce qu'on s'entend que le recrutement international, c'est complexe. Ça prend du temps. C'est un gros investissement aussi pour l'employeur. La première étape, c'est de se rappeler qu'il y a trois étapes clés qui sont le recrutement. Donc, trouver les bonnes personnes, créer un fit avec l'entreprise, valider le niveau de compétence et le profil aussi d'immigration. Ensuite, il y a la procédure d'immigration, donc l'aspect légal de la démarche qui est autant essentiel. Et finalement, on a l'intégration. Donc, si vous gardez en tête que le recrutement, l'immigration et l'intégration sont les trois étapes du recrutement international, bien, ça commence déjà bien. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet là, rapidement. Je vais me présenter. À la base, je pense que dans mon ADN, j'ai grandi en fait dans le multiculturalisme. Je viens de Brossard, là, qui est une petite ville sur la rive sud de Montréal. J'imagine que vous connaissez. Et vraiment, là, c'est très, très multiethnique. Donc, toute ma vie, toute mon enfance, j'ai côtoyé la diversité. Donc, pour moi, ça n'a jamais été une barrière ou un frein de travailler ensemble, de collaborer. Je vois vraiment ça comme une richesse là, de côtoyer d'autres cultures. Je pense vraiment qu'on peut apprendre de chaque culture. Donc, vivre dans la multiethnicité, pour moi, c'est vraiment une richesse, un avantage qu'on a. Donc, j'ai gradué là, de l'UQAM en communication, relations humaines. J'ai spécialisé là, mon bac en ressources humaines, ce qui fait que je maîtrise bien la base des RH. Puis, j'ai décidé de poursuivre là, à la maîtrise en développement organisationnel. Le développement organisationnel, là, pour les DRH qui assistent ou les gens en ressources humaines, c'est vraiment la gestion stratégique des ressources humaines. Donc, comment trouver les bonnes personnes, les dans l'entreprise, reconnaître le potentiel, c'est de miser sur les employés pour assurer le succès et la performance d'une organisation. Donc, à ce moment-là, on parlait déjà beaucoup de l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre. C'était vraiment majeur. Le corps professoral abordait souvent cet aspect-là, comme quoi c'était l'enjeu numéro 1 au Québec, puis que c'est vraiment grave là, ce qui allait se passer dans les prochaines années, qu'on allait vraiment vivre la pénurie, puis que ça allait avoir des répercussions assez drastiques et dramatiques pour les entreprises. Puis je pense qu'on le vit vraiment là. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le début de la pénurie. Puis David va vous en parler tantôt là, avec des statistiques un peu frappantes sur la démographie, mais on ne peut pas s'en sauver là, de cette pénurie-là. Je suis aussi membre de l'Ordre des CRHA et finalement, j'ai fait un AEC en droit de l'immigration. Mais j'ai laissé cette expertise-là à David. Là, je me concentre principalement sur la coordination de toute la démarche. Donc, j'ai fondé le Oui Conseil il y a maintenant 4 ans. Donc, c'est bon, tu peux enchaîner, David. Donc, moi, c'est David Goldrick. J'ai un baccalauréat en administration des affaires et également, je suis membre là, du Conseil de réglementation des consultants de migration. Donc, au Canada, il y a 3 types de personnes qui peuvent représenter là, des immigrants et des employeurs dans cette démarche-là, des avocats, des notaires et des consultants en immigration. Donc, j'ai travaillé dans un bureau là, d'avocats spécialisé vraiment juste en droit de l'immigration. Donc, j'ai touché là, à tous les types là, de dossiers possibles dans ce milieu-là, des gens d'affaires, des entrepreneurs, des investisseurs, des travailleurs qualifiés, justement là, tout ce qui peut toucher là, le recrutement international là, également. Donc, j'ai mis en place, puis j'ai participé là, au développement d'un département de mobilité et d'immigration d'affaires dans le bureau là, de Mallette. Donc, c'est un service qui n'existait pas. Donc, on a été capable de mobiliser là, justement un département pour offrir là, ce service-là à un plus grand nombre de clients là, à travers le Québec. Plus le temps avançait, plus je voyais là, justement que la pénurie de main-d'œuvre, c'était quelque chose qui devenait de plus en plus important, puis qui mettait là, de plus en plus de freins là, aux entreprises au Québec. Donc, j'ai décidé là, vraiment
de miser là, sur ça, puis de concentrer là, toutes mes activités pour supporter et accompagner là, les entreprises qui ont ce problème-là. On t'entend pas. On t'entend pas. On t'entend pas. Mon Dieu, merci David. Problème technique. C'est bon. Donc, en gros, on a 4 ans d'activité bientôt. Oui, conseil, là, on gère actuellement plus de 250 là, mandats actifs de personnes qui sont soit dans l'étape du recrutement, qui sont au Québec et qu'on intègre ou qui sont dans la longue procédure d'immigration. On est dans des renouvellements de permis. Donc, notre croissance, on est quand même fiers là, de ce qu'on a accompli dans les dernières années. On est une équipe multidisciplinaire de 8 personnes. Donc, il y a des gens dédiés à l'intégration, des gens dédiés à l'immigration. Il y en a qui se promènent entre les services. Ça permet vraiment d'offrir un service qui est consolidé. On est présent dans plus de 35 villes du Québec. Donc, oui, Montréal, Québec, mais beaucoup les régions éloignées, là, que ce soit Sept-Îles. On est même en Ontario, en Estrie, un peu dans toutes les régions administratives du Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une démarche de recrutement international, il y a son lot de risques. Puis c'est un peu ce qu'on va aborder aussi à travers les facteurs clés de succès. Il y a environ 90% que ça fonctionne, dans le sens où ça se peut qu'à l'arrivée, la personne ne s'intègre pas ou au niveau des compétences, finalement, ça ne fonctionne pas. Ça se peut que pendant la procédure d'immigration, il y ait un bug, ce qui est très rare, mais on peut toujours remplacer les gens. Donc, rappelez-vous là, qu'il y a quand même une marge d'erreur qui est due beaucoup au choc culturel puis à l'arrivée des gens. C'est ça, on a 3 pieds d'ancrage, là, donc on est vraiment présent dans des bassins francophones. Puis, il y a plusieurs agences qui vont aussi vers des bassins anglophones. C'est toujours un choix d'entreprise, mais il faut se rappeler que la langue, c'est un facteur clé de succès pour l'intégration au Québec. On s'entend qu'à Montréal, oui, OK, on peut parler anglais, mais si on s'en va dans des régions plus éloignées, c'est vraiment le niveau de français là, qui va faire que l'intégration va être facilitante pour tout le monde. On est vraiment dans tous les secteurs d'activité, que ce soit le manufacturier, la restauration, l'alimentation, dans le transport, des chauffeurs. Vraiment, on fait de tout. Puis, vous pouvez vraiment recruter tous les types de professions, que ce soit peu spécialisé, plus des commis, des ouvriers ou du très spécialisé, des gens qui ont des formations universitaires, des cadres supérieurs. Vraiment, là, il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut recruter. En gros, c'est notre background. Donc, l'effet saillant là, rapide sur la pénurie de main-d'œuvre. Donc, pourquoi on en est là aujourd'hui? Pourquoi c'est un problème là, aussi gros qu'un si grand nombre là, d'entreprises font face? Au Québec, on a une population vieillissante. Donc, après le baby boom, justement, il y a eu un fort taux de dénatalité. Donc, en 2017, on dit que 40% là, des Québécois ont 50 ans et plus et environ 20% ont 65 ans et plus. Donc, selon le ministère là, de la Famille, ça, c'est un taux là, qui va qu'augmenter plus le temps va avancer. Quand on parle là, de postes vacants au Québec, si on regarde dans la dernière année, le pourcentage a augmenté de 15% dans la dernière année seulement. Et si on regarde dans les 2 dernières années, eh bien, c'est quasiment le double. Donc, on parle d'environ 30%. Donc, on voit qu'il y a une courbe assez constante. Et ensuite, là, en 2021, en août, on dit que pas moins là, de 94% des entreprises au Québec, peu importe le secteur d'activité, peu importe là, la taille de l'entreprise, la région, disent que le problème de main-d'œuvre, c'est un enjeu pour eux. Donc, si on combine justement, là, qu'on regarde les statistiques sur le vieillissement de la population et qu'aujourd'hui, eh bien, on se dit que 94% des entreprises sont dans ce problème-là, ou ont ce problème-là, on peut juste imaginer là, dans quelques années ce que ça va faire. Donc, pourquoi recruter à l'international? Donc, il y a plusieurs raisons pour pas recruter. Donc, ça peut être seulement pour retrouver une stabilité là, au sein de son équipe face à une très grande pénurie. Ça peut être pour pallier à un départ à la retraite, comme on disait là, justement avec le vieillissement de la population. C'est quelque chose qu'on va voir beaucoup là, dans les années à venir.
Ça peut être pour accéder justement à une main-d'œuvre qui est plus qualifiée auquel on a accès là, à l'heure actuelle. Il y a plusieurs entreprises justement qui cherchent depuis plusieurs années un type d'employé et qui ne sont pas capables de le trouver. Donc, ça peut être pour ça. La rétention du personnel. Donc, en ce moment, c'est un des plus gros problèmes. Oui, trouver des employés, c'est difficile, mais la rétention des employés, c'est encore plus difficile. Donc, ça, c'est quelque chose, là, justement, puis on va le voir pourquoi le recrutement international, ça peut aider là, dans ce sens-là. Pour réduire les surcharges de travail à l'interne et éviter l'épuisement professionnel. Évidemment, quand on fait trop travailler ses employés, eh bien, ça peut mener là. Pour réduire les délais là, de production et augmenter là, la qualité de notre service. Des fois, on ne le réalise pas, mais d'avoir plus d'employés, eh bien, c'est sûr qu'on peut mettre des efforts à d'autres places et améliorer son service. Donc, pour quel type de poste? Comme Laurence l'expliquait tantôt, c'est très, très vaste. Donc, on regarde la classification nationale des professions. Donc, il y a vraiment tous les types de postes qu'on peut aller chercher. Donc, il y a les postes plus de gestion, donc gérant de boutique de vêtements, directeur, les postes professionnels, justement, où habituellement, on requiert une formation universitaire, donc des médecins, des avocats, des emplois plus techniques, spécialisés, des soudeurs, des électriciens, des plombiers, des postes intermédiaires, là, des vendeurs, des magasiniers. Et plus des emplois là, manuels. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup là, justement au Québec là, actuellement. Des postes moins spécialisés là, dans les C et les D. Donc, personnel de noyage, de nettoyage, des manœuvres là, en usine. Une question que j'ai beaucoup là, des employeurs, c'est justement est-ce qu'on peut recruter? Qui peut recruter à l'international? Est-ce que dans mon domaine, on peut recruter? Essentiellement, là, toutes les entreprises peuvent recruter pour n'importe quel poste. C'est sûr qu'il y a quelques exceptions, mais en autant qu'il y a une pénurie réelle qui existe et qu'on est capable de démontrer cette pénurie-là, eh bien, c'est possible là, d'aller recruter. Super. Donc, je vais commencer rapidement en vous parlant du recrutement. Il y a certains aspects qui distinguent le recrutement international du recrutement local. Puis je pense que c'est sur ça qu'il faut miser. Tu peux changer, David. Donc, à la base, c'est bien important de faire un diagnostic d'entreprise puis de comprendre là, les besoins en recrutement. D'emblée, là, si vous faites affaire avec une agence, une visite d'usine s'impose pour s'imprégner du climat de travail. Ce qu'on veut, c'est trouver vraiment un fit organisationnel entre le candidat et l'employeur. Donc, pour ça, il faut s'imprégner des valeurs de l'entreprise, rencontrer les superviseurs, les chefs d'équipe. Il faut vraiment comprendre là, à quel type de PME on a affaire. C'est la base. Ensuite, l'évaluation du besoin en recrutement en adéquation avec les exigences. Bien, ça, David va vous en parler parce que quand on recrute à l'international, il faut respecter plusieurs conditions au niveau des salaires, de l'exigence recherchée au niveau de l'expérience de travail, juste la présentation du CV. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. David va vous aborder ça en lien avec justement la classification nationale des professions. Une fois qu'on a bien établi le profil recherché, bien là, on part à l'étranger. Je pense que c'est majeur dans le contexte où on va chercher quelqu'un à l'international de passer par quelqu'un du pays d'origine pour faire un premier tri, pour créer un premier contact avec les candidats dans le sens où bien, il y a deux éléments. Premièrement, il y a la cohérence du CV, parce que nous, comme Québécois, analyser un CV de l'étranger alors qu'on ne connaît pas les employeurs, comment on peut valider là, que cette entreprise-là, effectivement, est bien dans ce domaine-là, elle est reconnue, c'est quel type d'entreprise, est-ce qu'il y a une bonne structure pour valider un peu le fit avec ici? Ça prend quelqu'un de là-bas pour faire ce filtre-là. En plus, la personne de l'étranger peut aussi valider le profil d'immigration du candidat. Quand on immigre au Québec avec sa famille, bien, c'est un projet de vie. Donc, il faut évaluer est-ce que la personne est en mesure d'immigrer. Financièrement, je vous donne un exemple là, classique. Exemple, un soudeur qui gagne 1500 dinars en Tunisie.
Est-ce que c'est un bon salaire? Est-ce que cette personne-là va arriver ici et va gagner un meilleur salaire que là-bas? Ça, c'est environ 750 canadiens par mois. Comment on compare le coût de la vie? Donc, tout ça, ça fait partie des facteurs clés de succès, d'être en mesure là, de bien comprendre la personne dans sa situation à l'étranger. Ensuite de ça, cette personne-là nous permet de valider les qualifications, les expériences de travail. Et ensuite, pardon, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ensuite, on fait une entrevue avec quelqu'un de l'équipe du Québec. Cette personne-là, au Québec, va surtout valider le fit de culture. Ce qu'on veut, c'est des gens qui vont avoir une bonne capacité d'intégration, d'adaptation au Québec. On valide aussi les motivations pour le projet de vie. Puis là, je vais en parler dans les facteurs clés de succès, là, mais oui, il y a l'aspect compétence qui est majeur, mais l'aspect attitude, motivation, je pense qu'il est autant plus important que les compétences. Donc là, vraiment, on veut aller chercher un fit de culture. Ensuite, au niveau d'évaluation des compétences, bien ça, je pense que c'est un défi pour toutes les PME. On s'entend là aujourd'hui dans le contexte, on rencontre quelqu'un en entrevue, bon, parfait, on va t'essayer lundi matin, et puis là, regarde, ça fonctionne pas après quelques jours, c'est pas la fin du monde. Mais quand on fait venir quelqu'un de l'étranger, il faut trouver une façon de valider ses compétences avant de le faire venir. Parce que David va vous l'expliquer, mais les gens ont des permis de travail fermés, sont liés par un contrat de travail avec vous. Donc, il faut être certain là, que la personne ait les compétences recherchées. Donc là, en collaboration avec l'employeur, bien, il faut déterminer est-ce qu'on fait un test pratique, est-ce qu'on fait un test théorique, est-ce qu'on envoie des vidéos du candidat sur les lieux de travail. On est mieux d'en faire plus que pas assez. Il faut être en mesure de valider là, les compétences de la bonne façon avant de faire venir les gens au Québec. Donc ça, je pense que c'est un défi là, pour beaucoup d'entreprises qui n'ont rien vraiment en place. Mais nous, on va vraiment essayer de pousser cet aspect-là, puis c'est l'entreprise qui sait ce qu'elle recherche au niveau des compétences plus techniques. Donc, il y a cet aspect-là. Ensuite, au niveau des entrevues finales, c'est toujours avec l'employeur. L'employeur doit absolument être impliqué dans le choix des candidats, on s'entend. Ce qu'on veut, là, c'est vraiment créer un fit, là, je le dis et je le redis, mais il faut qu'il y ait un lien de confiance qui se crée avec l'employeur. David, tu peux changer là, à travers les facteurs clés de succès. En entrevue finale, là, quand vous rencontrez le candidat, il faut prendre le temps de se présenter. Je parle de la première impression, là, mais nous, on est en contact avec les gens là, depuis le début, au niveau des présélections. Après ça, on a des contacts téléphoniques avec les gens, des échanges de courriels. Quand on fait l'entrevue finale avec l'employeur, ça, c'est très important que l'employeur prenne le temps de se présenter, de parler de la réalité de son entreprise puis d'être transparent. Oui, le candidat est là pour se vendre, puis il veut que vous le sélectionnez, mais c'est aussi à vous de démontrer ce que vous avez à offrir, puis c'est surtout que le candidat, après, lui, fait le choix de tout laisser en arrière. Donc, en entrevue, prendre le temps de bien se présenter, de créer un lien de confiance avec le candidat parce que cette relation-là, après ça, va influencer tout le reste de la démarche. Puis à son arrivée, ça va sécuriser le candidat aussi de savoir qu'il a confiance en l'entreprise. Donc, ça, c'est très important. C'est collaboratif. L'employeur participe aux entrevues finales avec l'agence ou sans l'agence avec qui il travaille. Là. Plus on est partie prenante impliquée, mieux on peut faire un choix de candidat pour son entreprise. Les facteurs clés de succès, donc je les ai pas mal abordés en décrivant la démarche. Les 3 facteurs là, vraiment de recrutement. Donc, je reviens là-dessus parce que c'est très important. Il y a le niveau de compétence des gens. Il y a les motivations, donc le projet de vie en arrière. Pourquoi tu veux immigrer au Québec? C'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu as fait des recherches sur le Québec? On demande toujours aux gens en entrevue, c'est quoi les avantages pour toi de quitter ton pays? Pourquoi tu veux t'installer ici? Bien là, quand un candidat te parle du système d'éducation pour la famille, l'accès à un système de santé qui est gratuit, ce genre de choses-là, bien, ça, c'est des motivations qui sont légitimes. Puis c'est un peu sur ça qu'on veut miser quand on prend un candidat qui doit tout laisser en arrière. Et puis, évidemment, bien, le savoir-être, l'attitude du candidat. Et ça,
c'est beaucoup une impression qu'on se fait en entrevue, mais c'est majeur. Puis si un candidat a juste les compétences, mais qu'il n'a pas une belle attitude, que ce soit au niveau local ou international, ça ne fonctionnera pas. Donc, ces 3 facteurs-là sont vraiment majeurs dans la démarche. Donc, c'est ça. Finalement, là, quand on choisit le pays dans lequel on va, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer ça. Les points qui sont là, c'est un peu les raisons, les avantages. À l'étranger, on peut trouver une équivalence de compétences dans plein de pays. Et là, tout dépendamment du domaine ou du secteur d'activité, cela peut influencer le choix du bassin. Beaucoup de pays qui ont des situations économiques difficiles, un taux de chômage élevé. Il faut aussi regarder l'ouverture d'esprit des gens. Comme on le dit, là, si les facteurs clés de succès sont respectés, sont pris en compte et que le recrutement est rigoureux, le choix du pays devient plus ou moins important dans le sens où tu as fait ton travail en amont, de bien déterminer ton profil, de réaliser plusieurs entrevues, de créer plusieurs liens, contacts avec le candidat. Tu peux aller un peu n'importe où. Là, ensuite, c'est sûr que la langue va influencer aussi. C'est sûr que dans certains pays moins développés, certains métiers très spécialisés ou ça peut peut-être moins convenir. Donc, tout ça est à considérer, à discuter là, quand vous vous lancez dans une démarche de recrutement international. Donc, la phase 1, le recrutement. Après ça, il y a la phase 2, donc toute la démarche légale d'immigration. Donc, pour venir travailler légalement au Canada, il faut obtenir un permis de travail qui nous permet là, justement là, d'exercer nos activités. Donc, pour obtenir un permis de travail, la très grande majorité des entreprises, ils doivent passer à travers l'étude d'impact sur le marché du travail, on appelle. Donc, c'est quoi une EIMT et c'est quoi le but? C'est justement de prouver que l'embauche de travailleurs étrangers ne va pas avoir un effet négatif sur le marché du travail canadien. Donc, ça ne va pas faire perdre des emplois, faire réduire les heures à des Canadiens résidents permanents. Ensuite, il faut que, justement, l'embauche des TET, ça comble une réelle pénurie de main-d'œuvre. Donc, il existe plusieurs facteurs, mais Service Canada, c'est les premières choses qu'ils vont regarder là, quand une entreprise va déposer ce type de demande. Donc, les choses vraiment importantes à regarder quand on commence là, une demande comme ça, c'est premièrement de déterminer le type de poste. Donc, avec la classification nationale des professions mise de l'avant par le gouvernement, il y a différentes classes, comme on l'a vu là, tout à l'heure, de 0, A, B et C. Donc, pourquoi c'est important au début? C'est que justement, pour les classes 0, A et B, les travailleurs étrangers, ils vont pouvoir plus souvent venir avec leur famille parce que l'épouse va pouvoir faire une demande de permis de travail également. Donc, c'est sûr que venir les deux avec sa famille, quand ton épouse peut travailler également, c'est un gros facteur de succès. Mais c'est, comme je vois avec des entreprises, là, c'est très important justement parce qu'on n'y penserait pas justement quand on commence une démarche de regarder ça. Mais pour des postes plus qualifiés, donc 0, A et B, ils peuvent venir avec la famille et les moins qualifiés, C et D, eh bien, l'épouse doit venir avec un permis, avec un visa visiteur et habituellement, avec un salaire, c'est plus difficile soit de faire accepter le permis de travail ou après ça, de vivre justement, d'avoir là, les ressources financières là, pour vivre au Canada. Donc, très important à regarder dès le départ. L'autre chose, c'est il existe 2 types de EIMT, les hauts salaires et les bas salaires. Donc, en général, les hauts salaires, eh bien, c'est lorsqu'il le salaire il est plus de 23,8 dollars de l'heure. C'est considéré comme une demande à haut salaire. Pourquoi c'est important de regarder si c'est un haut salaire ou un bas salaire? Ça va avoir un impact sur différents aspects de la démarche. Donc, ça va affecter le nombre de candidats qu'on peut aller chercher. Et ça, on va le voir là, un petit peu plus bas. Mais qu'on soit dans un ou l'autre,
ça va, pour les bas salaires, ça va affecter le nombre là, de candidats qu'on peut aller chercher, donc très important à savoir. Ça va affecter la durée du permis de travail. Pour combien de temps on peut demander un permis de travail, bien que c'est possible après, lorsque les travailleurs sont ici, de renouveler leur permis de travail. C'est une démarche assez simple. C'est quand même important de savoir justement pour combien de temps on va pouvoir déposer là, pour la première demande. Et ensuite, ça va avoir des impacts là, sur les obligations, certaines obligations de l'employeur qu'on va également voir là, plus bas. Mais c'est juste pour vous dire justement que c'est important de regarder et d'être sûr quand on commence une démarche, est-ce que c'est bas salaire ou c'est haut salaire? Ensuite, l'affichage, eh bien, quand on disait là, tantôt, c'est quoi les buts de l'EIMT? Eh bien, c'est de prouver qu'il y a réellement une pénurie de main-d'œuvre. Donc, pour déposer une étude d'impact sur le marché du travail, il faut qu'on démontre justement avec des affichages, des publications, qu'on a fait un effort là, pour essayer de trouver des résidents permanents ou des Canadiens au Canada. Donc, à travers 3 plateformes. Il y a une plateforme qui est obligatoire, c'est Guichet Emploi, donc le site gouvernemental. Il y a déjà beaucoup d'entreprises là, qui publient des offres sur cette plateforme-là. On va le voir là, plus tard en haut salaire ou bas salaire, qu'est-ce qu'il faut faire avec les affichages. Puis souvent, j'ai des employeurs justement qui viennent me voir et qui disent, moi, je publie déjà là, sur de nombreux sites. C'est sûr que des fois, on peut utiliser ces affichages-là, mais c'est sûr qu'après avoir tout fait l'étude du dossier avec les différents facteurs, haut salaire, bas salaire, affichage ou non, les salaires minimums, tout ça, souvent, il faut refaire les publications pour seulement s'assurer qu'ils sont bien faites, puis justement que tout ce que Service Canada demande soit dans ces publications-là. Souvent, les employeurs, c'est quelque chose pas qui leur font peur, mais qui se disent que ça va prendre longtemps, qu'il va y avoir une grosse démarche à faire. Vraiment, essentiellement, c'est de publier pendant 30 jours. Puis quand on reçoit des CV pendant ces 30 jours-là, et tous les CV reçus, eh bien, on doit les analyser et les gens qui ont les exigences, on doit soit les embaucher ou soit avoir une raison là, pour laquelle on ne les a pas embauchés. Pour moi, je n'ai vraiment jamais vu là, vraiment que c'est un frein pour les entreprises, cette démarche-là, parce que souvent, les employeurs, dans cette démarche-là, ils sont capables là, de justement trouver des candidats intéressants et il n'y a rien qui les empêche là, d'embaucher des candidats trouvés et ensuite de continuer leur projet d'immigration comme c'était commencé là, pour le nombre de candidats qu'ils veulent. Il existe une dispense de l'affichage. Donc, je disais là, justement que pour toute étude d'impact, il faut avoir des affichages, mais il y a une dispense où on n'a pas besoin de démontrer un affichage, ce qui m'apporte à mon prochain point. Au Québec, on a un programme spécial qui s'appelle le processus simplifié du Québec. C'est le ministère, justement, qui a mis de l'avant une liste des emplois qui sont le plus en demande au Québec. C'est une liste qui change là, toutes les années environ. C'est périodique. C'est des postes qui sont plus spécialisés, donc dans la catégorie 0, A et B, comme on avait vu. C'est exclusif au Québec. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est quand que notre poste il se retrouve sur cette liste-là, eh bien, on n'a pas besoin d'aller à travers là, toute la procédure de publication, d'analyse des candidats, parce que le Québec a déjà démontré là, ou a décidé que dans ces postes-là, il y avait une grande pénurie. Donc, c'est sûr que c'est intéressant à ce niveau-là. Et le fait que c'est sur la liste des processus simplifiés, eh bien, c'est automatiquement considéré comme un poste à haut salaire. Donc, même si on est à moins de 23 et 8 comme on a vu tout à l'heure, mais qu'on est dans la liste, eh bien, on est considéré comme un haut salaire. Donc, pour les obligations et tout là, de l'employeur, on tombe dans cette catégorie-là. Et en plus, on n'a pas besoin là, de faire les publications.
Donc, très important, c'est la première chose qu'on regarde habituellement là, quand on commence une démarche comme ça, si on rentre dans cette démarche-là. Ensuite, le bas salaire ou le haut salaire. Donc, les différents impacts que ça va avoir sur la démarche. Donc, sur l'affichage, comme on vient de discuter, si c'est un poste à bas salaire, il faut non seulement publier sur Guichet Emploi, mais il faut également avoir 2 méthodes additionnelles qui ciblent des groupes sous-représentés. Donc, qui ciblent soit des jeunes vulnérables, donc à travers des carrefours jeunesse emploi, des personnes avec un certain handicap, des Autochtones. Donc, Service Canada, justement, demande que cet effort-là soit fait et que ces groupes-là soient sollicités là, pendant cette période de temps-là. Et c'est une des raisons, justement, là, pourquoi des fois, il faut recommencer les affichages. Il y a beaucoup d'entreprises qui font déjà là, affaire avec ce type d'organisme-là. Mais justement, quand ils ne le sont pas, eh bien, il faut le faire quand que, les affichages sont requis. Ensuite, le haut salaire, eh bien, il faut faire des affichages plus avec une portée nationale. Donc, c'est des postes avec un plus haut salaire. Donc, évidemment, les gens vont être plus portés à vouloir se déplacer pour cet emploi-là. Donc, ça peut être à travers là, justement des Job Illico, Job Boom, Career Owl, ces types-là de plateformes-là. Ensuite, pour la durée du permis de travail fermé, donc pour les bas salaires, eh bien, c'est jusqu'à 2 ans qu'on peut demander. Et pour des postes à haut salaire, on peut demander jusqu'à 3 ans. Donc, encore ici, on peut demander pour cette période de temps-là, mais ça va être à la discrétion quand même de l'agent qui va traiter le dossier, qui va justement donner là, une période de temps qui pourrait être moindre. Mais habituellement, avant de rendre une décision, eh bien, il va demander justement une preuve, un calendrier des activités ou des explications qui démontraient pourquoi on a besoin là, de notre travailleur pour une période de 2 ans ou une période de 3 ans, qui est le maximum qu'on peut demander. L'autre chose, là, justement, que Laurence a mentionné tout à l'heure, c'est que c'est un permis, avec le EIMT, eh bien, c'est un permis de travail fermé. Donc, les gens, lorsqu'ils arrivent, ils arrivent au Canada, ils ont un permis de travail sur lequel leur poste et le nom de l'entreprise est inscrit avec la durée du permis de travail. Donc, pour la durée là, de son permis de travail, cette personne-là est liée à votre entreprise et sous le poste pour lequel vous l'avez embauché. Donc, si ils veulent obtenir un nouveau permis de travail ou travailler pour une autre entreprise, eh bien, il faut qu'ils recommencent toute la procédure là, qu'ils ont fait avec vous, ce qui est possible, mais ce qui ne se voit pas de manière très fréquente. Ensuite, le pourcentage admissible d'employés, eh bien, ça, c'est un gros enjeu. Beaucoup des entreprises, là, justement, y font face en ce moment. Pour des postes à bas salaire, il y a une limite de candidats qu'on peut aller chercher à l'international. Donc, en ce moment, c'est 10% des effectifs totaux. Donc, pour une entreprise avec 100 employés, eh bien, s'ils veulent aller embaucher des gens dans un poste à bas salaire, ils peuvent juste aller chercher environ 10 employés. Ça dépend là, s'ils ont déjà des travailleurs étrangers qui travaillent là, dans l'entreprise ou non. Il y a eu récemment, là, en août, une entente entre le gouvernement du Québec et du fédéral pour augmenter ce pourcentage-là. Donc, ce n'est pas encore mis en œuvre et on n'a pas encore là, justement les détails là, par rapport à cette entente-là, mais c'est quelque chose qui va changer. Donc, le pourcentage va augmenter au Québec. Donc, les entreprises puis ça, on en a beaucoup. J'en vois beaucoup des entreprises qui sont à la limite là, de candidats qui peuvent aller chercher et ils veulent aller en chercher plus. Eh bien, ça va débloquer là, cette possibilité-là pour ces entreprises-là. Et eh bien, pour les hauts salaires, donc si c'est un poste en haut du 23,08 $ ou dans le processus simplifié, comme on disait tout à l'heure, donc le processus simplifié, c'est automatiquement considéré comme un haut salaire, eh bien, il n'y a aucune limite. Donc, l'employeur peut aller chercher là, autant de travailleurs qu'il veut. Il n'y a pas de barrière là, à ce niveau-là.
Donc, comme je disais tantôt, là, le processus simplifié, c'est automatiquement considéré comme un haut salaire et il n'y a aucun affichage. Donc, c'est intéressant. Pour le salaire, c'est quelque chose que je vois également là, beaucoup. Donc, comment déterminer le salaire? Donc, la chose importante à regarder quand on commence une procédure comme ça ou justement, on analyse si on veut aller de l'avant ou non avec une procédure comme ça, c'est important de premièrement, il y a une liste mise de l'avant là, par le ministère là, du Québec, donc par échelon, qui nous dit justement les salaires minimums qu'on doit offrir à nos travailleurs étrangers. Une chose que je vois là, souvent, c'est que justement, il faut regarder que le salaire, ce n'est pas par rapport à l'expérience du candidat qu'on embauche, mais bien par rapport à l'exigence en termes d'expérience de l'employeur. Donc, si pour un poste X, l'employeur exige 2 ans d'expérience, eh bien, s'il va chercher quelqu'un avec 10 ans d'expérience, eh bien, c'est le 2 ans là, qui est important, pas le 10, le 10 ans. C'est le 2 ans qui va nous dire, bon, on est dans le premier échelon, parce que le premier échelon, c'est de 0 à 2 ans. Le deuxième, c'est de 2 à 9 et le troisième, 9 et plus. Donc, vraiment, ce qui est à retenir, c'est que c'est selon l'exigence de l'employeur et non l'expérience de la personne. Évidemment, si c'est un poste, justement, qui a un salaire qui est environ pour une personne de 1 an, puis qu'on va chercher quelqu'un de 10 ans d'expérience, mais c'est sûr qu'il faut être équitable avec les gens qui sont actuellement là, dans l'entreprise. Mais ça, c'est propre à chaque entreprise selon l'expérience qu'eux jugent qui est qualifiée là, dans le pays d'origine de la personne ou selon, après l'analyse justement plus profonde là, des expériences de la personne. Donc, ça, c'est important à regarder pour le salaire. Ensuite, les obligations de l'employeur, super important. Donc, quand je me rentre dans une démarche comme ça, c'est quoi là, mes obligations? Donc, les plus importantes, c'est premièrement le logement. Donc, ça, c'est quelque chose que je vois aussi beaucoup. Les employeurs souvent pensent qu'ils doivent payer un logement pour la personne. Ça, c'est faux. Donc, pour certains programmes, là, notamment le volet là, saisonnier agricole, eh bien, c'est sûr qu'un logement doit être payé, mais pour la très grande majorité là, des emplois, quand on passe à travers le EIMT, eh bien, l'employeur, il doit s'assurer que le candidat, il a un logement qui convient à ses besoins, donc qui est à moins de 30 là, de son revenu avant impôt. C'est sûr que quand on fait affaire avec une compagnie de recrutement international ou justement là, des organismes ici au Canada, au Québec, c'est quelque chose là, qui peut être fait, là, on peut être accompagné là, dans cette démarche-là. Donc, c'est sûr que quand on fait venir beaucoup de travailleurs, c'est quelque chose d'assez complexe, là, trouver quelque chose qui, pour chaque candidat, ou c'est sûr que laisser seul là, dans quelque chose comme ça, tout dépendant du nombre là, qui arrive, c'est quelque chose là, qu'on ne peut pas prendre à la légère. Ensuite, le billet d'avion, eh bien, on a vu tantôt, là, pour les postes à bas salaire, eh bien, le billet d'avion, il doit absolument être payé par l'employeur. Donc, il doit être payé pour l'aller et le retour. Pour les postes à haut salaire, ce n'est pas quelque chose là, qui est obligé pour l'employeur. Ensuite, une assurance privée. Eh bien, les travailleurs étrangers, ils ont le droit, là, ils ont accès là, à la RAMQ. Donc, par exemple, lorsqu'ils arrivent, il y a 3 mois qui ne sont pas couverts. Donc, l'employeur, pour les postes à bas salaire, encore une fois, doit payer une assurance privée pour couvrir ces gens-là pendant la période de temps d'environ 3 mois qui ne sont pas couverts là, par la RAMQ. Encore une fois, avec une compagnie là, de recrutement international, c'est des choses là, pour lesquelles on peut être accompagné ou au moins là, pour avoir là, plus d'informations avec les partenaires ou les différentes parties là, qu'on peut faire affaire pour des assurances comme ça. En cas de fin d'emploi, encore une fois, ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Le travailleur étranger, lorsqu'il arrive au Canada, essentiellement, il est traité là, comme pareil qu'un Canadien résident permanent au sens là, des lois du travail.
Donc, si un employeur veut mettre à pied un candidat, eh bien, c'est possible. C'est juste que ça va être considéré comme pareil là, qu'un employé là, actuel de l'entreprise. Donc, ça doit être pour des raisons là, légitimes. Mais ça, c'est quelque chose, là, justement, des fois que les employeurs ils se disent, est-ce qu'il faut absolument que je garde le candidat ou non, mais c'est ça, il est traité là, comme un travailleur là, déjà au Canada. C'est sûr que si on met fin à l'emploi pour un poste à bas salaire, eh bien, comme on a vu tout à l'heure, les billets d'avion, ils doivent être payés par l'employeur. Donc, si le candidat il décide de retourner dans son pays, eh bien, le billet d'avion, il doit être payé par l'employeur pour que cette personne retourne dans son pays. Mais si elle veut recommencer la procédure et travailler pour une autre entreprise, eh bien, c'est sûr que ça doit pas être payé là, par l'employeur. Ensuite, les étapes du processus. Donc, rapidement, l'étude d'impact sur le marché du travail, certificat d'acceptation. Donc, ça, c'est l'étude avec Service Canada et le ministère du Québec. Pour les délais de traitement, eh bien, c'est environ de 2 à 3 mois et c'est envoyé en même temps. Donc, une étude sur plus spécifiquement le candidat et l'autre étude, le EIMT, plus spécifique à l'employeur. C'est une décision conjointe là, qui est donnée avec Service Canada et le ministère du Québec. Donc, tout dépendant de la procédure, ça peut prendre de 2 à 3 mois. Ensuite, lorsque ça c'est accepté, il y a la demande de permis de travail. Donc, ça, c'est traité dans un bureau des visas à l'étranger, donc selon le pays du candidat. Donc, pendant cette procédure-là, il y a différentes étapes qu'il faut faire, dont la biométrie, donc prendre la photo, les empreintes par le candidat. Et certains pays ils vont demander qu'on fait un examen médical. Donc, ça, la liste, on peut la trouver sur le site du gouvernement pour les pays qui requièrent un examen médical pour des résidents temporaires. Les délais de traitement, ça diffère selon les pays. Donc, la Tunisie, par exemple, c'est 3 mois et demi. La France, c'est 2 mois. Le Madagascar, c'est 9 mois. Donc, c'est sûr que ça, c'est des délais qui changent avec le temps. Donc, ce n'est pas statique, mais c'est ça. Pour certains pays, là, c'est plus long, pour d'autres, moins long. Ensuite, eh bien, la dernière étape pour les pays où on requiert un visa, donc pour voyager au Canada, lorsqu'on obtient là, justement l'approbation du permis de travail, eh bien, il y a l'étape d'envoyer le passeport, recevoir son visa étampé dans son passeport. Et ça prend environ là, 2 semaines. Donc, c'est pour environ là, les étapes et les délais là, de la procédure d'immigration. On va les voir là, plus global, là, les délais pour la demande là, complète là, un peu plus tard avec Laurence. Dernièrement, les autres programmes, donc il existe d'autres programmes d'immigration, donc très important, le volet des talents mondiaux. Donc ça, c'est pour des postes plus en technologie de l'information, donc consultant en informatique, designer web, technicien en informatique. Pourquoi c'est intéressant? C'est un traitement accéléré, donc comparé au délai qu'on vient de voir là, de 2-3 mois pour le EIMT, celui-ci, il est traité en 2 semaines. Et même chose pour le permis de travail. Donc, peu importe le pays, c'est traité en 2 semaines. Donc, quand on parle là, environ d'une demande là, environ de 6 mois, 7 mois pour un permis de travail, eh bien, les volets des talents mondiaux, on dit que c'est environ 1 mois. C'est sûr que dans les faits, ça peut être un petit peu plus que ça, mais déjà, c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, la dispense A75, ça, c'est un programme qu'on utilise beaucoup, qui est utilisé beaucoup là, au Québec pour des travailleurs qui sont déjà au Québec. Donc, pour vous, comme entreprise, c'est super important si justement vous avez des candidats déjà à l'interne, des travailleurs étrangers temporaires ou des candidats qui travaillent pour d'autres entreprises et qui veulent venir travailler pour vous. Eh bien, la première chose, c'est de demander s'ils ont un certificat de sélection du Québec. Ça, c'est un document qu'on obtient quand on commence notre demande de résidence permanente. Donc, super important, là, ça fait qu'une différente démarche va être suivie que le EIMT et on va sauver là, des frais et que ça va être beaucoup plus rapide. Ensuite, il existe plusieurs là, accords internationaux pour les plus fréquents. Là, on voit justement, là, le Canada a une entente avec certains pays d'Europe pour certains programmes, là, les permis vacances-travail, les jeunes professionnels
donc des jeunes professionnels là, à l'étranger qui veulent venir développer leurs compétences professionnelles au Canada. Un programme stage coop pour des gens justement qui voudraient venir faire un stage dans une entreprise de manière temporaire. Et bien, vacances-travail, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, surtout avec les Français, pour venir là, travailler avec un permis de travail ouvert. Donc, on a le choix là, de travailler pour l'entreprise de notre choix. Donc, ça marche sous forme de bassin. Donc, la personne remplit son profil à l'international, justement, dans son pays, et est sélectionnée et ensuite peut déposer là, son permis de travail. C'est pour des gens entre 18 et 35 ans, donc ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour des gens, justement, qui viendraient sans personne à charge. Et dernièrement, là, il y a la dispense C12, donc pour les multinationales, pour des personnes limitées à l'intérieur d'une société. Donc, c'est sûr que c'est super intéressant pour ces entreprises-là parce qu'ils sont dispensés de l'obligation de passer à travers le EIMT. C'est sûr qu'il y a des exigences. Là. Il faut que ce soit là, justement un cadre qui va venir pour de la formation professionnelle, qui va vraiment offrir un avantage là, pour la société au Canada. Donc, il existe plusieurs programmes, là, mais c'est pour vous donner une idée là, qu'il y a plusieurs programmes là, qui existent. Donc, c'est important là, avant de commencer une démarche d'immigration, de s'assurer qu'on choisit la bonne option là, qui va réduire nos coûts et réduire les délais. Merci beaucoup, David. C'est très intéressant. Puis, ce que vous devez comprendre, c'est que l'immigration, c'est hyper complexe. Tu sais, là, on a vu les grandes lignes, là, mais il y a vraiment beaucoup de détails dans une demande. Ça doit être très, très, très rigoureux. L'étude d'impact du marché du travail, là, quand on compile tous les documents joints, la demande du candidat, le CAQ, ça fait au-dessus de 200 pages. Fait que si jamais là, vous êtes en mesure, vous, comme entreprise, de trouver vous-même vos candidats, vous êtes certain qu'au niveau de l'intégration, vous avez une équipe dédiée à l'interne qui va pouvoir s'occuper des gens, l'immigration, c'est probablement la partie où vous devez être le mieux entouré. Là. De vraiment faire affaire avec un professionnel certifié qui va s'assurer de compléter la demande. C'est extrêmement bureaucratique, c'est long. Donc, l'étude d'impact du marché du travail, si vous faites affaire avec une agence en immigration, un cabinet d'avocats, peu importe, c'est eux qui vont être responsables de ça. Puis le but, c'est vraiment de simplifier là, cette partie-là pour l'employeur. Je vais rapidement parler de l'intégration parce que c'est très important. On va essayer de ne pas trop entrer dans les détails, mais l'intégration, c'est beaucoup de choses. Il y a une phase avant l'arrivée où il faut préparer les candidats à l'arrivée. Il faut réserver les billets d'avion, trouver le logement et il faut surtout former le candidat sur comment ça va fonctionner l'arrivée. Il faut le sécuriser dans cette démarche-là, mais il faut aussi lui parler de la vie au Québec. Puis là, ça part autant là, de la température, du climat, qu'on va parler de comment ça fonctionne, le salaire brut versus le salaire net. Il y a des impôts au Québec. Il faut lui parler du coût de la vie. Il y a tellement de choses là, à considérer. Puis ça, c'est très, très, très important de supporter les gens dans cet aspect-là. Puis même si on les forme puis on les accompagne, la meilleure façon pour les préparer à l'arrivée ici, il va y avoir un choc culturel, il va y avoir un temps d'intégration nécessaire. Puis là, c'est beaucoup, beaucoup de rassurer les gens, d'offrir un soutien psychologique. Tu as bien beau avoir ce projet de vie-là depuis des années. À l'arrivée au Québec, là, tes valeurs, tes mœurs sont heurtées, tu te remets en question. Donc, il faut être là pour accompagner les gens à travers ça. Donc là, ça dépend vraiment des agences. Il y en a qui l'offrent, il y en a qui ne l'offrent pas. Nous, ça fait partie, là, c'est une partie intégrante de notre service. Puis c'est aussi niaiseux que pour déterminer le logement de la personne, il faut savoir c'est qui le candidat, c'est quoi sa situation familiale. Exemple, vous faites venir 4 travailleurs, il y en a 2 mariés, 2 célibataires. Bon, comment on va coordonner le logement au début, sachant que ceux qui sont mariés, la famille, il y en a un qui la famille va arriver dans 3 mois, l'autre 6 mois. Est-ce que tu mets tous ces gens-là ensemble au début? Est-ce que tu trouves des logements séparés? Ce que tu veux, c'est que les gens sauvent des coûts. Donc, juste le choix du logement, déjà en soi, ça peut être un grand défi.
Donc, ça, il faut vraiment connaître les gens puis s'adapter aussi à la situation du candidat. Il y a ça. Avant le départ, là, vraiment, la liste, le calendrier pré-départ avec tous les documents d'immigration nécessaires. Ça, c'est majeur. Là. Tu ne veux pas qu'il y ait des problèmes aux douanes là, parce que le candidat a oublié telle attestation de travail, etc. Mais ça, normalement, là, ça fait partie du service d'immigration. Donc, on va vraiment préparer les candidats avant l'arrivée. Là, il y a plusieurs contacts, des vidéoconférences pour leur expliquer comment ça va fonctionner. L'accueil, très important, d'aller chercher les gens à l'aéroport, de les amener à leur logement. Il faut faire la première épicerie. Puis là, tout dépendamment du pays d'origine, ben, les gens mangent des choses un peu différentes. Tu sais, il y a tellement de détails à considérer. À l'arrivée, bon, ben, tu veux qu'au logement, il y ait accès à Internet parce que c'est la seule façon de communiquer avec leur famille, mais aussi nous établir le contact, garder le contact. Là, les gens devaient être en quarantaine pendant 14 jours. Il fallait qu'on ait un contact avec eux, qu'on aille les voir, qu'on aille porter l'épicerie. Heureusement, ça semble vouloir se dissiper. Mais bref, c'est beaucoup, beaucoup d'imprévus. Il faut être vraiment flexible, adaptable aux candidats. Puis, il faut prendre le temps. L'intégration, c'est là, ça passe ou ça casse. La gestion du choc culturel, c'est majeur. Il faut prendre le temps de bien accueillir les gens. Puis là, je donne un exemple. Là, nous, au Québec, on déménage dans une autre ville, on change de job. Il y a un moment d'intégration qui peut être insécurisant. C'est déjà pas facile de déménager ici. Il faut se réapproprier les changements d'adresse, etc. Fait qu'imaginez quelqu'un qui quitte son pays et qui est dans un fonctionnement complètement différent, un système complètement différent. Puis, veut pas au Québec, il y en a de la paperasse, c'est très administratif, bureaucratique, encore une fois, je me répète. Là. Mais c'est ça. Donc, David, peut-être tu peux aller vers les facteurs clés de succès. Donc, le soutien psychologique est essentiel par rapport à ça. Tu veux responsabiliser le candidat, mais il y a quand même certaines choses que tu dois faire avec lui ou un peu à sa place, que ce soit pour compléter les formulaires de la RAMQ, le numéro d'assurance sociale. Tu ne veux pas qu'il y ait un bug dans le formulaire parce que là, ça va retarder la vitesse à laquelle la personne va avoir son numéro d'assurance sociale. Il faut comprendre toute cette logistique-là, le compte bancaire, ben, ça prend un compte bancaire pour aller chercher un compte cellulaire. Il y a une logistique, beaucoup d'étapes à suivre. Donc, toutes les formalités dans les moindres détails, là, c'est vraiment important de prendre le temps de bien le faire. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Puis ça, honnêtement, si vous avez le temps, tant mieux. Mais c'est vraiment essentiel. Donc, le choix stratégique du logement, j'en ai parlé. Tu sais, le logement, c'est le premier point d'ancrage. La personne arrive ici, elle a un logement, elle se sent en sécurité, il y a de la nourriture. Le choix du logement, c'est vraiment essentiel par rapport au lieu de travail. La grosseur, le coût, ça devient vraiment un point d'ancrage. Puis là, il y a plusieurs options. Est-ce que l'entreprise désire acheter une propriété, ce que je ne recommande souvent pas? Est-ce qu'on va tout de suite vers un appartement d'1 an avec un bail? Là, il faut s'entendre avec les propriétaires, expliquer que c'est des travailleurs étrangers temporaires. On ne veut pas nécessairement que ce soit la responsabilité de l'entreprise parce que ce qu'on veut, c'est garder une distance entre le travail et la vie personnelle. On peut louer des logements temporaires aussi, des Airbnb. Mais là, ça dépend où on est au Québec. Donc, tout ça, là, vraiment, c'est très important. Puis, il faut faire le bon choix à ce niveau-là. Et là, il y a l'intégration en dehors du travail, ce qui est intéressant. On a plusieurs organismes au Québec, comme Carrefour Jeunesse Emploi. Là, c'est pour les moins de 35 ans, mais il y en a dans un peu toutes les villes. Ces gens-là offrent souvent un soutien en dehors du travail pour faire visiter la ville, présenter aux gens les ressources, les activités qu'il y a pour la famille ou les activités sportives, là, par exemple. Ça fait une différence. Puis, c'est sûr qu'une agence qui s'occupe de l'intégration, souvent, va passer du temps. Oui, il va y avoir une journée d'intégration où on va aller finaliser le compte bancaire, on va aller dîner ensemble, on va être là pour parler avec les gens, les sécuriser, on va aller acheter un manteau d'hiver, etc. Mais on ne connaît pas la ville exactement, les commerces où ils sont situés. Donc, souvent, le support d'un organisme communautaire peut vraiment aider ou faciliter plus cet aspect-là. C'est sûr que l'intégration, puis là, je fais ça vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, là, mais il
il y en a qui vont arriver, qui vont s'adapter hyper rapidement, puis il y en a que ça va prendre plus de temps. Puis pas parce que la personne s'adapte rapidement que c'est la personne la plus compétente, la plus qualifiée pour l'entreprise. Si on va chercher quelqu'un qui travaille depuis 20 ans dans la même entreprise à l'étranger, c'est super. On voit qu'elle a un profil de stabilité, que c'est une personne qui a tendance peut-être à être loyale, mais ce changement-là, la gestion du changement, le choc culturel, risque d'être beaucoup plus difficile. Donc, il faut être patient, il faut être tolérant. Il faut faire preuve d'ouverture d'esprit. Là, il faut aussi accompagner la personne dans l'entreprise. Ça prend un genre de mentor, du compagnonnage avec quelqu'un qui va pouvoir répondre aux besoins du candidat. Il faut répéter souvent, si le français, ce n'est pas la première langue, trouver des astuces pour être certain que l'information est bien comprise. Il faut être patient. C'est sûr qu'intégrer quelqu'un d'étranger va demander plus d'efforts, plus d'énergie au Québec, mais au final, tu as quelqu'un qui désire changer de vie. La personne est pour des motivations tellement plus grandes que juste le travail. Ça vaut la peine de le faire, puis il faut prendre le temps de le faire si on veut s'assurer que ce soit un succès. Puis autant à l'interne, oui, une démarche de recrutement international va partir de la haute direction puis de la philosophie de gestion des valeurs de l'entreprise, mais il faut aussi aller communiquer en bas aux gens du plancher, questionner c'est quoi les appréhensions, est-ce qu'il y a des préjugés à l'interne, de communiquer le changement de façon positive puis intégrer tout le monde. Je pense que c'est ça qui va faire le succès de la démarche. Quand on explique que c'est pour réduire les surcharges de travail, qu'on va aller chercher un soudeur qui a 10 ans d'expérience, puis qui est à l'aise dans l'assemblage. Je donne un exemple, là, c'est le fun pour l'équipe, là, c'est rassurant. On peut vraiment créer quelque chose de beau à travers tout ça. Puis ça peut avoir une grande valeur ajoutée d'aller chercher justement ces personnes-là. Et là, je vais m'arrêter là pour l'intégration, mais on n'a même pas parlé de la résidence permanente, du renouvellement des permis de travail. Une fois que le candidat est au Québec, il y a une suite à tout ça. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Donc, soyez aussi conscients là, que c'est un gros projet de vie pour les gens. Puis rapidement, là, juste par rapport au choc culturel, le choc culturel, ce n'est pas linéaire que du jour au lendemain, ça va aller de mieux en mieux. C'est cyclique, c'est-à-dire que tu vas faire un pas en avant, un pas en arrière, tout dépendamment de qui tu vas rencontrer, les discussions que tu vas avoir. En fonction des procédures de travail, ça se manifeste par le langage, l'habillement. Dans d'autres pays, on côtoie d'autres religions. Tout ça fait que le choc culturel, c'est progressif, mais il y a des hauts et des bas à travers le temps. Puis ça se peut qu'au début, ça aille super bien. Un mois après, on rencontre certaines difficultés, il faut s'ajuster. Ça peut être 2 semaines, ça peut être 6 mois après l'arrivée que là, tu t'ennuies de ta famille parce qu'elle n'est pas encore arrivée. Donc, vraiment, là, faut être conscient de ça là, en se lançant là-dedans. Est-ce qu'il nous reste du temps là, pour frais et délais? David a abordé rapidement là, les délais. Mais tu sais, quand on s'embarque dans du recrutement international, il faut être capable de planifier ses besoins de main-d'œuvre dans 1 an, dans le sens où prendre le temps de trouver les candidats, faire les entrevues présélectionnées. On est dans le 2-3 mois, monter les dossiers, les déposer. Ensuite de ça, il y a la démarche d'immigration qui est très, très variable. Puis là, malheureusement, on n'a pas de contrôle sur ces délais gouvernementaux-là. Il y a certaines stratégies pour essayer de faire accélérer les demandes, mais ce n'est jamais garanti. Ensuite de ça, quand on reçoit l'acceptation, il faut planifier l'arrivée de ces gens-là. Je veux dire, on ne trouvera pas un logement 6 mois à l'avance quand on ne sait pas à quel moment on va recevoir l'acceptation. Donc, il y a 1 mois pour préparer l'arrivée de ces gens-là. Si vous avez 20 personnes à accueillir, est-ce qu'on les fait arriver tous en même temps, par petits groupes? Tout ça crée des délais qui sont nécessaires au succès de la démarche également. Au niveau des coûts, c'est très, très, très variable. Ça dépend de ce que les services incluent. Nous, on est plus autour du 7 à 10 000 $.
incluant les frais gouvernementaux, mais pour un clé en main où on prend vraiment en charge les gens à l'arrivée. Donc, le service d'intégration est inclus, puis le recrutement est fait de façon très rigoureuse. C'est un gros investissement d'aller à l'international, mais il faut vraiment le voir sur du long terme. Si on sait que les gens ont un permis de travail de 3 ans, puis qu'à la fin du permis, ils n'ont pas encore leur résidence permanente, bien, on renouvelle le permis. Les gens ont encore un permis fermé avec vous. Donc, il y a certains avantages. Puis là, c'est certain que oui, la personne est liée, mais il faut s'assurer de lui offrir des bonnes conditions de travail, de reconnaître le candidat. Puis moi, je dis toujours, tu traites un candidat de l'international comme tu traites tes employés à l'interne. Puis souvent, ça te fait réaliser des fois que, oh, peut-être que tu peux en donner plus à tes employés à l'interne pour les garder. Donc, en gros, c'est ça. Je ne sais pas, David, si tu veux ajouter quelque chose. Peut-être juste pour ajouter sur ça une dernière chose. C'est super important quand vous regardez pour vous lancer dans une procédure comme ça. Il existe beaucoup de compagnies, des firmes là, de recrutement international, puis beaucoup justement de firmes d'avocats qui ne font que la démarche d'immigration. C'est super important de regarder quand voulez faire affaire avec quelqu'un, qu'est-ce qui est inclus dans le prix? Parce que des fois, ça peut porter à confusion il y en a qui sont à 20 000, il y en a qui sont à 7 000. C'est juste que certains, des fois, ils vont inclure les billets d'avion, certains vont inclure justement l'assurance privée. Il y a plusieurs choses justement qui sont incluses. Fait avec la présentation, vous avez vu les différentes choses, là, les obligations et tout ça. Puis c'est juste important de bien voir chaque service y est chargé à combien pour pouvoir prendre une décision éclairée là, sur avec qui là, faire affaire. Puis, c'est ça. Gardez toujours en tête l'image à la fin. Je pense qu'elle est frappante. On veut vraiment traiter les gens de façon équitable, puis au-delà de ça, donner accès à tous. Il n'y a pas de barrière, là, en fait, à l'intégration. Donc, cette image-là, je la trouvais frappante. Bien, sur ce, merci beaucoup. Je pense que ça fait le tour de la démarche. Yes, certainement. Super, merci beaucoup Laurence et David. On va maintenant passer, là, on a quelques questions, donc je vais vous les lire là, en vrac, puis vous pouvez y répondre. Là. Donc, quelles sont les garanties pour l'employeur que la personne recrutée fera l'affaire? Bien, il n'y a jamais de garantie en soi ou dans le sens il faut vraiment que le recrutement soit rigoureux. Mais l'agence avec qui vous faites affaire peut offrir des garanties. Par exemple, nous, à l'arrivée, normalement, c'est 3 mois de garantie de remplacement si jamais le candidat ne fait pas l'affaire, que ce soit au niveau des compétences ou s'il y a tout simplement pas un fit. Si la personne est congédiée là, de façon légitime, on va la remplacer. Mais là, il faut se rappeler qu'on refait la démarche du début. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut être vraiment rigoureux dans l'ensemble des services. Puis si en cours de route, au niveau de l'immigration, si ça ne fonctionne pas, là, on remplace à ce niveau-là. Ça, c'est notre fonctionnement à nous. Parfait. Deuxième question. Lors de la remise d'une offre d'emploi pour un permis fermé, faut-il faire une offre pour une durée déterminée, soit celle de la durée du permis, ou il est possible de faire une offre d'emploi à durée indéterminée? Donc, non, il faut absolument que ce soit là, pour une durée déterminée. Donc, comme on a vu là, tout à l'heure, selon le haut salaire, le bas salaire, processus simplifié ou non, c'est possible là, justement de demander pour 2 ans ou pour 3 ans. Mais ça, c'est seulement là, la première demande qu'on fait. Justement, dès qu'ils sont ici, les travailleurs étrangers, après ça, si l'employé veut continuer dans l'entreprise et si l'employeur veut continuer, il n'y a rien là, qui empêche de pouvoir prolonger son permis de travail pour une durée, la même durée ou pour une durée plus longue si jamais c'est possible. Et justement, pourquoi peut-être ça a été demandé, c'est justement, c'est quoi mes obligations si ça ne fonctionne pas? Est-ce que je peux mettre la personne à pied? Eh bien, justement, il est considéré comme un Canadien résident permanent. Donc, si ça ne fonctionne pas,
puis ça peut être la raison principale pourquoi justement on veut finir l'emploi, eh bien, il n'y a rien qui vous empêche là, de mettre cette personne-là à pied. Puis selon si c'est bas salaire, bien, il faut payer le billet d'avion pour qu'elle retourne si cette personne-là veut retourner. Ou sinon, justement, si c'est haut salaire, eh bien, le billet d'avion, il est couvert là, par le travailleur étranger. Puis, tu sais, il faut se dire que si ça ne fonctionne pas, ben, tu sais, c'est un passé bien parce que la personne souvent ne veut pas retourner, puis là, elle est prise ici avec un permis de travail fermé. Il faut qu'elle se retrouve un autre employeur pour pouvoir travailler ailleurs. Il y a des délais justement d'immigration parce que l'entreprise doit faire une demande. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire plus d'étapes que moins d'étapes. Ça devient difficile pour le candidat si jamais ça ne fonctionne pas, mais je pense que ça, c'est important quand même de le comprendre, même si c'est un enjeu. Il faut être sensibilisé à ça là, avant de se lancer dans une démarche. Parfait. Une autre question. Le haut salaire de 23 et 8, est-ce une moyenne ou cela dépend de la CNP? Ça, en fait, c'est la CNP, c'est une autre chose. Ça, c'est vraiment la médiane au Québec qui détermine si c'est un bas salaire ou un haut salaire. Donc, ça, c'est vraiment fixe. Donc, quand on analyse si on est un bas salaire ou un haut salaire, on va regarder si on offre là, plus que 23 et 8 de l'heure, eh bien, on tombe dans le haut salaire. Ensuite, eh bien, la CNP, ça va avoir un effet sur les salaires minimums qu'on doit offrir lorsqu'on veut commencer une démarche. Donc, on va trouver justement, comme on a vu tantôt, la classification nationale des professions. On va trouver notre emploi, il se trouve dans quel code de la classification. Et c'est ça, après ça, comme on a vu avec les salaires, selon les exigences qu'on a comme entreprise pour ce poste-là, c'est ça qui va déterminer les salaires minimums qu'on doit donner à nos travailleurs étrangers. Et évidemment, on peut donner des salaires plus hauts que les salaires minimums qui sont offerts. C'est juste qu'il faut absolument offrir un salaire qui est équitable avec les autres employés là, dans l'entreprise et justement qui se trouve dans le bon échelon selon l'exigence. Il faut donner le minimum là, de cette échelle-là. Mais sinon, c'est ça, c'est vraiment fixe. Puis ce 23 et 8-là, il change également là, de manière périodique. Mais pour le moment, là, et encore là, pour plusieurs mois, ça va être 23 et 8 là, qui va déterminer si c'est haut salaire ou bas salaire. Puis encore une fois, ça, c'est si on est dans le processus simplifié, le programme spécial au Québec, là, justement, qu'on a abordé là, tout à l'heure, eh bien, on est automatiquement considéré comme un haut salaire. Donc, on a tous les avantages du haut salaire, même si on offre 17 de l'heure, mais que notre poste, il est dans le processus simplifié, eh bien, on bénéficie de tous les avantages. Donc, pas besoin de payer le billet d'avion, pas besoin de payer l'assurance privée. On bénéficie justement de demander pour un permis de 3 ans au lieu d'un permis de 2 ans. Donc, c'est sur ça là, que ça peut avoir un impact. Puis juste rapidement, là, je ne l'ai pas mentionné là, tout à l'heure, l'accord qu'il y a eu entre le fédéral et le Québec pour l'augmentation là, du pourcentage de 10 d'employés à bas salaire qu'on peut embaucher. Également, dans cette entente-là, ils se sont entendus pour ajouter des postes moins spécialisés et un plus grand nombre de postes en général au processus simplifié du Québec. Donc, beaucoup de postes moins spécialisés parce que justement, c'est dans ces postes-là là, qu'il y a une plus grande demande et qu'il y a un plus gros problème là, au Québec, vont être inclus à la liste des professions simplifiées. Donc, avec tous les avantages là, qui viennent avec ça là, pour les entreprises. Parfait. On a une autre question. Comment trouver de l'aide pour l'intégration sociale en dehors du travail? Ça a été mentionné. Dans votre ville, il y a des organismes à but non lucratif qui peuvent offrir ce service-là. Il y en a dans toutes les villes. Puis là, d'une ville à l'autre,
Ça dépend de qui est en place par rapport au soutien offert. Là, il y a des organismes qui sont mieux reconnus que d'autres, mais de valider, il y a plusieurs organismes dans chacune des villes. On peut aller voir en ligne via Service Québec, là, Emploi Québec, en contactant le conseiller de votre région, il peut vous mettre en contact ou ça se trouve en ligne assez facilement. Je pense que via le site du MIFI, là, du ministère de l'Immigration et de la Francisation, il y a une portion accueil et intégration, puis vous pouvez trouver ces organismes-là. Parfait. Autre question. Qui s'occupe de l'EIMT, l'employeur ou l'agence de recrutement? Donc, ça, le EIMT, comme Laurence l'expliquait tout à l'heure, ça peut être fait par, il n'y a pas une loi là, qui dit que ça doit être fait par une agence ou un représentant, mais il y a plusieurs lois en immigration et il y a plusieurs règles à respecter. Et c'est tellement des longues procédures et avec beaucoup de détails et c'est une grosse implication. Donc, c'est sûr que de s'assurer que les choses sont bien faites, que les formulaires sont bien remplis, que les différentes obligations de l'employeur sont respectées. C'est sûr que de faire affaire avec un représentant, c'est, pour moi, je dirais, c'est pratiquement essentiel là, pour s'assurer justement, les délais normaux sont déjà longs. Donc, j'ai vu plusieurs employeurs essayer de se lancer dans cette démarche-là et d'oublier juste un petit détail qui a fait en sorte que justement la demande au complet sur 5 mois a dû être faite. Mais c'est possible également. Il y a des entreprises qui ont beaucoup d'expérience à faire ça. Donc, c'est possible également. Et pour la procédure d'immigration, eh bien, c'est sûr qu'il y a certaines compagnies de recrutement qui font le clé en main, comme nous, justement, de la sélection des candidats jusqu'à l'intégration, qui peuvent prendre en charge là, cette démarche d'immigration-là. Mais c'est sûr que tout représentant autorisé, donc des consultants d'immigration, des notaires et des avocats, peuvent représenter là, un employeur et des candidats dans ce type de demande-là. Merci. Et une dernière question. En fait, avez-vous un exemple d'entreprise du secteur du commerce de détail qui a réussi, dans le fond, l'embauche à l'étranger? Oui. Je vais vous donner un exemple là, rapidement. Un agent dans le service à la clientèle dans une entreprise de meubles. Donc là, en fait, ce poste-là fait partie de la catégorie C dans les professions. Donc, à noter que si la personne est mariée, la femme ou le mari ne peut pas venir avec un permis de travail ouvert. Donc, on a dû recruter quelqu'un de célibataire. Sinon, il faut que la personne accepte d'être séparée de sa famille jusqu'à l'obtention de la résidence permanente, ce qui est une démarche qui prend environ 3 ans. Donc, on avait recruté quelqu'un de célibataire. Au niveau des critères de sélection, c'est beaucoup de miser. C'est ça, la compétence du service à la clientèle. Le niveau de français devait être pas de base, là, mais excellent. Là, ça, c'est des critères. En gros, on est allé chercher une expérience dans le meuble ou pas. Tout ça est à déterminer par rapport à l'entreprise et à la formation que l'employeur veut donner. Au niveau des délais d'immigration, David, pour ce poste-là, on était à combien de temps environ? Ça se trouve là dans le non simplifié. Donc, pour le EIMT, CAQ, on parle vu qu'il faut faire des publications, donc une publication de 30 jours. Et ensuite, le EIMT qui peut prendre environ 2 à 3 mois, 2 mois et demi à 3 mois. Et ensuite, le permis de travail, donc dans ce cas-ci, c'était la Tunisie, donc 3 mois et demi. Et ensuite, lorsque le permis est accepté, eh bien, c'est la dernière étape d'obtenir le visa qui nous permet là, de prendre l'avion et de voyager au Canada et d'obtenir son permis de travail là, à l'arrivée. Donc, en tout, là, avec le recrutement, l'immigration et l'intégration, on parle d'un environ 8 mois.
Puis à l'arrivée, là, c'était 2 personnes célibataires, donc on a pu les mettre dans le même logement. Je sais qu'en Estrie, justement, Carrefour Jeunesse Emploi pour les moins de 35 ans offre un super service, fait qu'ils ont pu faire l'accompagnement en dehors du travail. Donc, ça ressemble à ça. Super. Finalement, on a une autre question qui est rentrée pendant que vous y répondiez. Que peut-on faire comme employeur si nous sommes déjà à plus d'1 an d'attente uniquement pour la partie demande de visa de travail et que nous totalisons plus de 2 ans si on inclut le EIMT-CAQ? Comment ou qui contacter pour avoir un suivi et de l'aide pour faire avancer le dossier? Oui, ça c'est sûr que c'est quelque chose que n'importe quel avocat ou consultant peut faire. Moi, notamment. Donc, c'est vraiment de comprendre pourquoi on a atteint des délais comme ça. Et après, ben, c'est de prendre une décision de soit communiquer. Là, je ne sais pas si c'était dans le EIMT ou à la portion du permis de travail, le visa. Pendant le COVID, il y a eu là, des ralentissements importants dans certains pays. Donc, c'est de voir justement dans ce pays-là, est-ce que c'est légitime un tel délai? Et sinon, eh bien, c'est de communiquer avec l'ambassade là, pour expliquer la chronologie des événements et de voir là, c'est où ça accroche, c'est quoi qui peut être fait pour faire avancer le dossier. Et des fois, quand justement, il y a des choses qui manquent dans un dossier, il y a des documents, il y a qu'on a déposé un dossier dans un programme dans lequel on ne pouvait pas à cause d'une certaine règle, l'immigration va prendre, parce qu'ils ont tellement de demandes, que ce soit au niveau des permis de travail ou des EIMT, ils vont mettre la demande de côté, puis ça va prendre longtemps avant qu'on aille. Des fois, c'est rapide, on peut rapidement se réajuster, mais dans un cas comme ça, eh bien, c'est possible là, que ça peut créer des retards si une demande n'a pas été bien montée. Mais comme je dis, là, c'est de comprendre, bon, est-ce que c'est légitime? Et sinon, ben, c'est de prendre des actions, là, que ce soit avec l'autorité compétente là, qui est en jeu là, pour faire bouger les choses, ou sinon, eh bien, de redéposer là, une demande. Fait qu'en gros, David, c'est avec toi qu'on communique si on a des bugs à l'immigration. Exact. Parfait. Bien, je pense que ça a fait le tour. En fait, on n'a plus de questions. Je pense que ça a bien répondu là, à plusieurs questionnements de plusieurs personnes. Je rappelle en fait que la présentation et l'enregistrement vont être envoyés aux participants. Sinon, bien, je vous souhaite une belle journée et merci beaucoup. Merci, Mélissa. Excellent. Merci beaucoup, Mélissa. Au revoir. Merci à tous là, d'avoir login. Donc, merci. Merci. Bye bye.